Mais disons, essayer de répondre à ces questions, pas sur le modèle, là aussi on est sur le modèle de développement. Moi je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion philosophique, d'abord, sur le rapport de la société marocaine à la question, parce que il y avait des partis pris après l'indépendance qui étaient des partis pris forts. Et je pense sur lequel est le premier parti pris fort qui a été, quelles que soient les évolutions qui ont eu lieu par la suite, si on fait de façon honnête une lecture des premières années de l'indépendance, c'est un État fort. Donc il y avait un État agent économique, et ici on est bien placé pour en décliner les modalités avec l'expérience des différents gouvernements jusqu'aux années, pratiquement même beaucoup plus tard, jusqu'aux années 70. Et vous avez la question du pluralisme. Pluripartisme, pluralisme, pluralité, etc., qui était un parti fort. Mais qui n'a jamais débouché, cette question, qui était un parti pris fort, et il faut se le remémorer, qui était un parti pris qui était assez iconoclaste par rapport à l'environnement mondial de l'époque, du parti unique, etc., mais qui n'a jamais débouché sur une question sur le rapport à la vérité. Alors, une des dernières enquêtes, enfin, elle date de 4-5 ans, entre autres, comparée sur des sociétés méditerranéennes où le Maroc est champion, sur la question, est-ce que vous croyez qu'il n'y a qu'une seule vérité? Eh bien, 99% des Marocains croient qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et quand tu as une société qui réfléchit comme ça, il est très difficile de réfléchir sur autre chose, d'abord sur la pluralité, poser la question de la pluralité, et poser même la question de l'alternance, de l'erreur, de la reddition des comptes. Parce que même quand on parle la compréhension de ce que c'est que la reddition, la conscience de la reddition des comptes, c'est une question de culpabilité. C'est pas, donc on est donc je pense que c'est. Et là, quelles sont une société qui n'arrive pas à poser cette question de façon comme choix, ça reste problématique, même dans un projet de société, dans l'ensemble, avant même d'un projet de développement. Maintenant, si on descend un peu plus bas au niveau de... Moi, je pense qu'on peut pointer actuellement, dans l'état actuel, moi, je suis assez optimiste, parce que les transformations sont extrêmement fortes. Bien sûr, le Maroc est sous tension, comme beaucoup de pays. Mais quand on compare avec d'autres pays du même niveau, finalement, au moins dans la gestion de la violence politique, il y a une façon de gérer cette violence qui est plutôt, bon, je ne fais pas le cas positif, il y a de la violence symbolique extrêmement forte, mais de la violence physique, etc. On ne se bat pas, on ne fait pas la guerre donc c'est quelque chose que la société est arrivée à gérer, y compris même quand on voit même le Hirak du Rif, même dans les moments, il y a quelque chose dans cette gestion d'expression des mouvements sociaux qui, quand même, 7 mois. Moi, je suis en train de comparer. J'ai 7 mois de mouvement social continu dans les rues et qu'on n'ait pas eu la France, ça fait 2 mois, ils ont plusieurs morts. Il y a 5-6 000 interpellations. Donc il faut. Je ne suis pas en train de dire que ça va bien, mais disons, il y a quelque chose qui est intéressant sur une façon de gouverner avec les expressions sociales. Gouverner avec. Y répondre, pas y répondre violemment, avoir des procès, etc. Mais quand même, ça reste. Je pense que c'est très. Maintenant, il y a quelque chose qui est le verset de ça qui est extrêmement important. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui, je ne sais pas qui m'inquiètent, mais disons qui posent problème. Il y a quand on fréquente la haute administration ces derniers temps, depuis maintenant une année, depuis le début du Hirak, quand je dis la haute administration, que ce soit l'administration territoriale ou l'administration tout court, que ce soit l'équipement, il y a une énorme déstabilisation de l'administration. L'administration est totalement déstabilisée par rapport à son cahier de charge, à la manière d'y répondre et à cette dialectique colère,
tremblement de terre. Bon, parce que même des politiciens, là aussi on reviendra, des politiciens ont même réfléchi, on peut théoriser de façon un peu bête, je veux le dire, cette question de zilzal comme modalité politique, etc. Bon, mais ça montre aussi la baisse du niveau même de notre science politique, c'était Nathan. Ça, moi je pense que c'est un point extrêmement de fragilisation extrême, alors au moment même où la demande d'État est au plus fort. C'est qu'on n'a jamais eu une demande d'État, à tous les niveaux. Moi je parle des villages du Haut-Atlas, mais partout, il y a une demande d'État. Il n'y a pas une demande de liberté, il y a une demande d'État. Pas une demande d'autorité, mais une demande d'État. Parfois justifiée, parfois injustifiée. Alors que l'outil de l'État est fragilisé par ces effets pervers un peu de ce qu'on a compris, de la reddition des comptes, de l'opacité de la distribution des pouvoirs, etc., etc., de la non-compréhension de la question de la responsabilité. Et ça, je pense que c'est le... Deuxième chose, observation qui est aussi, et ça on le voit il y a deux mouvements concomitants et qui sont paradoxaux. Une libéralisation de la parole. Tu sais, on est passé d'une radio à 12, je prends que la radio, si vous écoutez, que la radio qui est... Et là aussi, c'est pas il faut un contrôle, etc. Non, il y a, bien sûr, mais il y a un faux pluralisme au niveau des radios, c'est pratiquement le même discours, mais avec des entrepreneurs où on n'a aucune, pas une instance, je ne parle pas de la AK, mais disons, il n'y a aucun dispositif de création d'une vraie compétition entre les discours. Une vraie compétition entre les discours. Quand je prends le discours religieux sur la radio, même qui n'est pas uniquement religieux, il est devenu un discours sur la diététique, il est devenu un discours sur la santé, il est devenu un discours sur plein de choses, et qui est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux pour le... Alors, j'en viens à un truc. Moi, j'ai fait une chronique il n'y a pas longtemps sur le Ruqya, sur les cliniques de Ruqya, Ruqya Shraya. Après, il y a eu une question, enfin, c'est pas à cause de ça, mais il se trouve que quelques semaines après, il y a eu une question au Parlement, au ministre des Affaires islamiques sur Ruqya, parce que Ruqya, c'est vraiment l'arrivée massive de la mentalité wahhabite au Maroc, c'est-à-dire au niveau santé. On n'est pas au niveau religion, au niveau santé. C'est-à-dire qu'on peut guérir par le Coran. Par le Coran. On peut guérir par le Coran. Mais pas guérir uniquement. On peut accepter, c'est-à-dire comprendre ça pour les aspects psychologiques. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les aspects physiques, c'est-à-dire que le cancer soit guéri par le Coran, ou que ça pose, mais pas uniquement des entrepreneurs individuels. On est en phase de clinique. C'est de dispositifs installés sur la place avec des cliniques de Ruqya Shraya. Bon, la question a été posée alors, le ministre des Affaires islamiques, moi je pense que la réponse, elle est subtile, mais n'est pas responsable. Elle est très subtile, mais pas responsable. En plus, mais elle évacue la question, il dit, Ruqya Shraya, donc de toute façon c'est le ministère de la Santé, si c'est la clinique, il y a le ministère de la Santé, et puis il y a le ministère de l'Intérieur, ou s'il y a un problème religieux à parler, poser la question au Conseil supérieur des oulémas. Et je pose... Bon, c'est déjà une avancée. On est dans il y a une sorte d'institutionnalisme. Mais en même temps, ça renvoie à des points aveugles des politiques publiques. C'est qui en charge par rapport à ça. Et ces points aveugles des politiques publiques, moi j'en donne un qui est... Mais il y en a plein. Il faut pas, par exemple, si on prend l'éducation nationale, on vient de faire une grosse enquête sur la qualité des équipements scolaires. Pas juste les équipements. Il ne faut pas voir que, par exemple... Il y a 20% des lycées qui n'ont pas de toilettes ni de lycée. Je ne dis pas école primaire, ni de toilettes ni d'eau potable. Donc, et ça, quand tu dis, mais qui est le responsable? Alors, le ministère de l'Éducation nationale, parfois c'est juste des factures qui ne sont pas payées. Parfois ils ne sont pas branchés, parfois tu dis, il n'y a pas. On n'a pas, c'est ni la commune, ni la région, ni le ministère de l'Éducation nationale. Et pire, c'est que ça ne peut relever d'aucun programme de politique publique. On peut construire,
Mais ce point qui est juste un des points, et je peux donner d'autres exemples, sur des dispensaires de deuxième catégorie, c'est des dispensaires qui normalement qui doivent faire des accouchements, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc, et ça, actuellement, ce n'est plus supportable par le citoyen, et en même temps, il n'y a pas de réponse. Il y a pas de, même le programme pour l'éducation n'a jamais pointé ces trucs, alors que c'était les choses les plus simples. On a acheté des tablettes, on a acheté des... Oui, mais on n'a jamais fait, on n'a pas fait ça. Donc, je pense que ça renvoie à une deuxième chose qui, je pense qu'au-delà de... c'est la question de la décentralisation. Je pense qu'on en a parlé beaucoup ici, et qu'actuellement, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la démocratie. De la démocratisation, si on croise, c'est cette question parce qu'il y a une vraie vie politique locale. Peu importe ce qu'on en pense. Peu importe ce qu'on en pense, on dit les notables, le client. Mais oui, de toute façon, le clientélisme n'est absent nulle part. La politique au niveau local est une transaction. C'est une transaction sur des équipements. Il n'y a pas autre chose. Il y a pas, et donc, si on ne fait pas un grand effort sur les, maintenant, 2000 communes rurales et urbaines, sur les 300 villes moyennes de plus de entre 50 000 et 150 000 habitants, qui sont les vraies bombes du Maroc, où il n'y a aucun équipement, pas d'équipement social, pas de quoi occuper les jeunes, pas de quoi... c'est ça, et je pense que ce sont là ce qu'on parle de modèle de développement, c'est au-delà des choix, c'est des choses qui sont relativement importantes. Et dernière chose, et je vais finir avec cette question. Je pense là aussi finir. Le point d'aveugle, c'est aussi la question des inégalités. Tout simplement. Une question des inégalités qui est... et là, Sami a dit que le PJD a fait une offre... non, il y avait pas d'offre de justice sociale. Même il n'y avait aucune offre de justice sociale. Aucune. Au contraire... j'allais dire, la pensée, entre autres, qui s'inspire de la culture un peu frère musulmane, ou la même pensée islamiste, ne pense pas à la question de la justice sociale. La question de l'inégalité, est une question naturelle. On peut corriger les inégalités sociales, mais pas les transformer. On peut les corriger par la bienfaisance. D'où, d'ailleurs, l'un des enjeux en termes, j'allais dire, de divergence politique, la seule divergence politique qu'il y a entre les partis de la majorité, c'est le ciblage, c'est donner de l'argent directement à des ménages ou faire des politiques publiques. Voilà. Merci.